Bien, il est sûr que le fait majeur du cycle des 10-15 dernières années en Amérique latine est marqué par l'émergence de pouvoirs publics, de gouvernements qu'on a qualifiés soit de progressistes, soit de gauche ou de centre-gauche selon les appellations. D'autres encore les appellent nationaux populaires, qui aujourd'hui constituent une majorité de gouvernements en Amérique du Sud et quelques gouvernements aussi en Amérique centrale. Et le fait majeur, c'est que ces gouvernements sont nés sur un programme consistant à organiser des politiques publiques de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, et que de ce point de vue-là, eh bien, les réussites sont indiscutables, puisque entre 2002 et 2013, la pauvreté est passée de à peu près 43% de la population en 2002 en Amérique latine à aujourd'hui un peu moins de 27% de la population. Donc c'est la région du monde où pauvreté et inégalité ont le plus reculé depuis le début des années 2000. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est une bifurcation dans l'orientation économique, parce qu'on est passé d'un modèle de type néolibéral, de type consensus de Washington, à un modèle différent, qui est un modèle qui a remis, disons, qui a redonné une certaine centralité à l'économie publique dans l'économie du pays, sans toutefois éradiquer, loin de là, le secteur privé, mais en tout cas en réorganisant l'économie avec eh bien, des processus de renationalisation des ressources naturelles et énergétiques des pays, des secteurs clés des économies latino-américaines, et une politique de redistribution sociale forte qui est passée par des programmes publics donc sociaux, et aussi des modes de redistribution, de hausse de salaire, de renforcement des politiques de protection sociale, enfin tout ce qui aujourd'hui d'ailleurs est remis en cause chez nous, ici en Europe, eh bien, en Amérique latine, a connu un grand développement justement là-bas. Alors le développement ne s'arrête pas là, à ces questions de pauvreté et d'inégalité, même si c'est central. Le modèle de développement latino-américain aujourd'hui est un modèle qui reste très dépendant des exportations des matières premières, puisque dans ces mêmes années, eh bien, les exportations de matières premières ont cru, ont augmenté largement, et c'est un modèle qui reste fortement dépendant aussi aux capitaux internationaux que les pays latino-américains essayent d'attirer chez eux. Il faut savoir que l'Amérique latine, après l'Asie, aujourd'hui est la deuxième région du monde la plus importante en termes d'accueil d'investissements étrangers, qui vont en particulier dans ces secteurs de miniers, ces secteurs des matières premières au sens large du terme. Mais le modèle latino-américain, de ce point de vue-là, n'a pas évolué depuis des décennies, et les gouvernements actuels ne l'ont pas modifié. Ils ont bénéficié plutôt de ce modèle-là, avec un cycle qui a été propice en termes d'augmentation des exportations liées au développement des autres économies émergentes, en particulier la Chine, qui a tiré la croissance latino-américaine bien ces 10-15 dernières années, avec aujourd'hui un ralentissement, pas du tout une fin, mais un ralentissement. Mais en tout cas, ce modèle de développement latino-américain, même s'il est resté, disons, celui qu'il a toujours connu, a été, disons, utilisé pour en tirer les bénéfices vers d'autres secteurs de la société, en particulier les secteurs les plus pauvres et ceux qui étaient touchés par bien les fléaux sociaux, la misère, etc., etc. Alors le Mercosur, c'est une des clés de la géopolitique latino-américaine. Aujourd'hui, il s'est élargi par rapport à son noyau fondateur de 1991. Aujourd'hui, le Mercosur réunit à la fois le Brésil et l'Argentine, quand sont les deux principales puissances, le Paraguay et l'Uruguay, mais aussi le Venezuela désormais, et la Bolivie qui est entrée, et certainement l'Équateur cette année en 2014. Ce qui veut dire que le Mercosur va rassembler à la fois le noyau des pays fondateurs et la plupart des pays clé de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, donc l'ALBA, qui est l'autre, disons, structure d'intégration sud-américaine, qui elle est une structure éminemment politique, très tournée vers une diplomatie contestataire par rapport aux États-Unis en particulier. Et donc l'avenir du Mercosur aujourd'hui est en discussion au sein des pays qui le composent, parce que ou bien il restera un espace de libre-échange commercial, ou bien il ira vers quelque chose de plus politique, qui aujourd'hui n'est pas défini, mais qui s'ancrera, disons, comme une zone économique complémentaire entre les pays fondateurs et les nouveaux pays de l'ALBA. Et pour quel type de projet politique, c'est pas encore déterminé. Mais le Mercosur est aussi aujourd'hui approché par d'autres pays, qui sont ceux qui constituent l'Alliance du Pacifique, qui est un troisième ensemble géopolitique latino-américain, et qui lui rassemble les pays, disons, plus libéraux et plus proches des États-Unis,
en particulier le Mexique, le Chili, le Pérou et la Colombie, qui par ailleurs ont tous une façade avec le Pacifique et qui aujourd'hui veulent construire eux une zone de libre-échange beaucoup plus approfondie en lien avec les États-Unis, mais qui voudraient aussi aujourd'hui finalement se rapprocher du Mercosur. Et ce qui va déterminer l'avenir en réalité de tout cela et du Mercosur pour commencer, c'est les choix que fera le gouvernement brésilien, puisque c'est la puissance régionale majeure. Il faut toujours se rappeler qu'en Amérique latine, le Brésil est à peu près la moitié de tout, de l'économie, de la population, etc., etc., et que de ces choix vont dépendre précisément les évolutions de la région et du Mercosur pour commencer. Alors la Chine, c'est évidemment, disons, la sensation des 10 dernières années, puisque à la fois la Chine est devenue un des premiers, enfin, le deuxième partenaire commercial des Latino-Américains après les États-Unis. Les échanges ont cru de 30% chaque année depuis à peu près le début des années 2000, c'est énorme et sans comparaison. Un chiffre, au début des années 2000, les échanges entre l'Amérique latine et la Chine représentaient à peu près 20 milliards de dollars chaque année. Aujourd'hui, ça a décuplé. En 2012-2013, on en est à 261 milliards de dollars d'échanges annuels entre les deux parties, ce qui est tout à fait sans comparaison possible, comme je disais. Mais les États-Unis restent le premier partenaire commercial des Latino-Américains, avec des échanges qui sont à peu près autour de 840 milliards de dollars à l'année. Donc on voit que les États-Unis conservent une avance, en tout cas pour ce qui est des relations commerciales et financières, tout de même substantielle. Ceci étant dit, aujourd'hui, l'Amérique latine est devenue un enjeu des relations entre la Chine et les États-Unis. On ne peut pas dire que les États-Unis voient leur hégémonie aujourd'hui réellement remise en cause par les Chinois. En revanche, elle est largement, comment dirais-je, rognée. Cette hégémonie est déclinante, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, les États-Unis cherchent plutôt à avoir je dirais, un accord avec les Chinois pour se partager en quelque sorte l'influence dans les années qui viendront en Amérique latine. Mais la Chine a de sérieux atouts, puisqu'elle a des atouts économiques, bien sûr. Elle importe l'essentiel des productions de ressources naturelles latino-américaines, pétrole, minerais, gaz, etc., etc., produits agricoles en tout genre, nécessaires à la fois au développement et à la sécurisation des approvisionnements chinois. Ça, c'est la première chose. Mais ce qu'on sait moins en général, c'est qu'il y a aussi un enjeu géopolitique, puisque c'est en Amérique latine et en particulier dans la Caraïbe qu'on trouve la plupart des pays qui aujourd'hui reconnaissent Taïwan. Et pour la Chine, il y a un enjeu en Amérique latine, c'est évidemment de nouer des relations qui vont permettre à l'Empire du Milieu de modifier, disons, ce soutien géopolitique à Taïwan. Et elle s'y emploie largement avec des politiques de coopération et d'implantation très fortes en Amérique du Sud, mais aussi beaucoup en Caraïbes, où sont la plupart de ces pays. Donc la Chine a beaucoup d'atouts et elle bénéficie d'une cote très importante dans les pays sud-américains en particulier, dans tous les gouvernements progressistes, à tort ou à raison, qui considèrent que la Chine est une perspective qui leur permet non pas de couper définitivement les relations avec les États-Unis, mais en tout cas d'organiser un relâchement de leur dépendance avec la première puissance mondiale, en trouvant avec les Chinois un nouveau partenaire commercial, financier, économique et politique qui travaille avec eux à l'autonomisation, en quelque sorte, et à la diversification des relations de l'Amérique latine avec le reste du monde dans le cadre disons, de l'arène internationale. Et c'est ça qui se construit derrière, disons, ce qu'on appelle aujourd'hui l'émancipation ou, disons, le développement des relations, des coopérations sud-sud, puisqu'il faut entendre ce sud-sud, disons, ce grand sud, comme non pas une alternative en réalité au système géopolitique mondial, mais un espace d'autonomisation qui va entrer en concurrence avec les principales puissances internationales, et à commencer avec la puissance tutélaire traditionnelle de l'Amérique latine, que sont les États-Unis. Mais ces derniers n'ont pas dit leur dernier mot et sont aussi en train de se redéployer en Amérique latine, avec en particulier une perspective, une orientation politique qui se construit autour de l'enjeu énergétique. Les États-Unis souhaitent aujourd'hui offrir des partenariats nouveaux sur les questions énergétiques avec les pays latino-américains, et entendent bien de cette manière-là continuer à conserver un lien privilégié avec eux. Mais
encore une fois, tout ça est en train de se passer actuellement. Et il est trop tôt pour dire vers quoi ça débouchera, mais en tout cas, ce sont là les enjeux qui se construisent et qui vont dessiner les contours de l'Amérique latine de demain.